Alors, bonjour à tous, merci à tous d'être venus à l'heure ou pile au moment. On a proposé cette conférence de presse en fait dans nos locaux suite à l'organisation de la mobilisation qui s'organise en intersyndical. La mobilisation donc du 10 mars. Mais merci en tout cas vraiment d'être présent. Pour nous c'était important en fait que la presse puisse être présente par rapport à notre secteur et par rapport à ce qui se passe. Il y a le 10 mars, vous l'avez compris, en fait, il y a le congrès des employeurs qui s'organisait à Tours, le congrès de Nexem. C'est un sujet qui mérite toute notre attention, sur lequel les organisations syndicales souhaitent peser, notamment vis-à-vis de la stratégie employeur, si vous me le permettez. Donc je vous propose qu'on commence avec Sud. Donc, Sud Santé Sociaux, je représente la branche CMS. Pour nous, le 10, c'est important parce que c'est à quelques jours des 60 ans de la Convention. On sait qu'au niveau des conventions collectives et de la branche CMS, il n'y a aucune négociation possible, c'est au point mort en ce moment, notamment au niveau de la revalorisation salariale. On sait que notre secteur va très mal, que ce soit en termes d'effectifs, de conditions de travail, de salaire pas attractif du tout, que les étudiants arrêtent faute de stage, faute de gratification et faute de ressources pour continuer leurs études dans de bonnes conditions. Donc pour nous, c'est important de montrer à nos employeurs que les salariés se battent pour leurs conditions de travail, qui a des répercussions sur la prise en charge des usagers, quelle que soit l'institution, que ce soit dans la protection de l'enfance, que ce soit dans le médico-social ou dans le sanitaire et la psychiatrie, et que du coup on veut aussi montrer que on lâchera rien, quoi. Et c'est pas parce qu'ils revendiquent une convention unique et qu'au niveau de la branche, ils avancent pas parce que ils disent qu'ils n'ont pas les sous ou qu'ils n'ont pas mandat. Ça n'empêche que les conventions existent, même s'il y a quelques années ils ont voulu les dénoncer, elles existent toujours et elles n'ont pas été dénoncées. Et que c'est important. Aujourd'hui, on a plein de catégories professionnelles qui sont infra-SMIC, et qu'il est important de revaloriser les salaires plutôt que de verser une prime pour arriver au SMIC et pas être hors la loi, quoi. Donc voilà, nous ce qu'on revendique, c'est plus d'effectifs, une revalorisation salariale, une augmentation des structures pour éviter les listes d'attente des usagers qui ne sont pas pris en charge faute de place, et l'errance de prise en charge dans le médico-social notamment. Et par rapport à la protection de l'enfance, c'est arrêter d'être hors la loi pour certains départements qui continuent d'avoir des mineurs pris en charge à l'hôtel, des mineurs de 15-18 ans en autonomie totale dans un appartement avec un éducateur qui passe une fois par semaine, et que voilà, qu'on ait des conditions de prise en charge, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain et c'est les citoyens de demain. Donc pour nous, il est important de les prendre en charge correctement et éviter la violence institutionnelle. Voilà pour nous pourquoi le 10 mars c'est important, et quel que soit là d'autant plus parce qu'il y a l'Assemblée Générale de Nexem sur Tours, et en tant que secrétaire régional de la région Centre, participe pleinement à l'organisation de la manifestation. Mais c'est tout l'ensemble de notre secteur qui est à prendre en charge, et pas que la Convention 66, mais toutes les autres aussi, que ce soit la Croix-Rouge, la 51, la CHRS qui a fusionné avec la 66, voilà. C'est bon pour moi. Oui, bonjour à toutes et tous. Là, il faut que je parle un peu plus fort, c'est ça. Bon. Michel Poulet, je suis secrétaire fédéral à la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière. Alors, en quelques mots,
peu plus près. Je vais rapprocher, alors faire ça comme ça. Là. Ça ira mieux. Alors, quelques mots. Déjà, alors, en tout cas pour Force ouvrière, on avait une idée en tête, c'était que cet appel puisse être unitaire. On pense que dans le moment que nous vivons, sur la situation internationale, sur la situation nationale et dans les secteurs concernés, il nous semblait important effectivement qu'on puisse avoir une intersyndicale unitaire sur les questions qui nous concernent. On a, en quelques mots quand même, parce que ça tout découle aussi, enfin les choses sont en lien, mais on est sur une situation internationale que vous connaissez qui va plus vers la guerre que vers la paix. On a une situation nationale dans laquelle on a des budgets de guerre qui sont favorisés par rapport à des budgets de l'action sociale. Je parle en particulier de l'action sociale, mais effectivement, on est dans cette dynamique-là et dans des politiques d'austérité qui durent mais qui s'accélèrent. En tout cas, de ce qu'on peut voir, et ces politiques ont un impact direct sur les conditions de travail des salariés de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale ou de l'aide à domicile. Donc détérioration des conditions de travail, sous-effectifs chroniques, des salaires qui, on peut considérer qu'ils baissent, en tout cas de manière relativement en termes de pouvoir d'achat. Je crois, notre déclaration intersyndicale parlait de 30 ans, de rattrapage de 30 ans de stagnation des salaires, un petit peu comme dans la fonction publique avec le gel du point d'indice. On est dans cette situation-là. On pourrait même dire que l'austérité, une des définitions qu'on pourrait donner à l'austérité, c'est le rapport de force défavorable aux travailleurs. On est en train de le vivre, là. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc effectivement, on a un combat à mener contre cette austérité, et sur une base revendicative la plus large possible, malgré parfois nos différences, ou en tout cas des mandats qui sont différents, bien entendu, mais nous avons en tout cas en commun cette revendication d'augmentation des moyens pour le secteur, d'augmentation générale des salaires. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre général dans lequel nous on s'inscrit, avec évidemment, on ne sait pas ce que va donner le 10 mars, ni les jours qui suivent, mais pour ce qui nous concerne en tout cas, c'est un point d'appui dans les départements et dans l'ensemble des établissements pour que les salariés puissent se saisir de cet appel et effectivement de pouvoir se mettre en grève, proposer des actions donc à l'égard des employeurs des secteurs, mais aussi à l'égard des pouvoirs publics qui aujourd'hui font des choix qui sont des choix contre la justice sociale et contre la paix. Voilà, je vais dire rapidement. Ok, donc pour la CGT Pierre-Paul Sens, pour nous le 10 mars en fait a une importance parce qu'on a construit ça dans une revendication sur une semaine qui va du 8 au 15, le 8 étant la journée de lutte internationale pour les droits des femmes, et dans des métiers qui sont autant féminisés, il était important de pouvoir s'appuyer là-dessus, le 15 étant une fête, l'anniversaire, je crois les 60 ans de la Convention 66, semblait important alors qu'on considérait qu'elle était morte il y a encore quelques années, de fêter cela. Et puis le 10 mars qui tombe finalement au moment où Nexem souhaite rentrer dans la mêlée, et donc on se dit tiens, on va aussi participer mais à notre niveau. Pour nous le 10 mars en fait c'est une alerte. C'est une alerte à la fois en fait au niveau des questions de rémunération, des questions d'amélioration des conditions de travail. Il y a un sous-financement qui est structurel, et dans les documents qu'on vous a donnés, on a un tableau, un travail qui avait été fait en fait par un juriste qui semblait quand même assez probant sur le sous-financement en fait des établissements personnes âgées et handicap, où on voit vraiment le taux, l'inflation qui a pris des proportions incroyables à partir de 2022, puisqu'on était à 5,2, en 2023 à 6%, en 2024 à 3%, et finalement l'objectif global des dépenses du médico-social est quasiment à moins 20%. Donc on a un problème structurel sur lequel on peut peut-être s'accorder avec les employeurs, c'est le sous-financement en fait de notre secteur. Et là on parle même pas de la protection de l'enfance, on parle même pas en fait de tout ce qui est exclusion sociale et tout. Bon. Pourtant, vis-à-vis de sous-financement, on se rend compte en fait que les salariés deviennent, mais depuis des années, la variable d'ajustement.
On le voit dans la mise en place des CEPOM ou autres, on a d'énormes problèmes en fait de recrutement, on a des gros problèmes en fait de postes vacants, voire des postes gelés, c'est-à-dire qu'on a un financement pour des postes, mais personne ne va y aller. Alors, on le voit souvent pour des psychologues, pour des orthophonistes ou autres, pour des kinés. Et à côté de ça, en fait, on va avoir une dénonciation des accords RTT qui est en train de se mettre en place. Mais dans énormément de structures, allant de grosses fondations, associations, je pense à l'ADAPT, vu que la dénonciation vient de se faire il y a deux semaines, comme des plus petites. Et donc, cette organisation, en fait, plus le coût d'avis qui augmente, nous amène en fait à, nous en tant qu'organisation syndicale et en tant que salariés, à définir qu'il y a des actions en fait à poser. Pour vous donner un exemple, en fait, vraiment, on regardait sur la Convention 51, parce que souvent on parle de la 66, et c'est important de parler de la 61, de la 51. Entre le SMIC, en fait, en 2022, entre le SMIC et le premier niveau en fait, d'une infirmière, il y avait un écart de 93%. On réalise que maintenant, en 2025, entre le SMIC et une infirmière, il y a un écart en fait de 21%. Tous les métiers, alors peut-être les DG, ça peut changer, mais tous les métiers sont impactés en fait par l'inflation et par des problèmes de rémunération. Et on voit de plus en plus de personnes en fait qui quittent notre secteur vu qu'il y a un turnover en fait incessant. Pour ça, nous, la CGT, on avait travaillé, notamment avec l'IRES, sur la construction d'un modèle d'investissement dans notre secteur, aussi bien en fait sur la nécessité d'augmenter le nombre de postes que la nécessité en fait d'augmenter les salaires. Pour ça, je peux que vous renvoyer en fait aux études en fait qu'on avait faites et à la présentation des métiers du soin et du lien qu'on avait fait. Mais en termes de postes, on a des objectifs en fait qui vont de 300 000 à 1 million de salariés. C'est énorme, mais c'est énorme parce que c'est une nécessité. Et donc, par rapport aux employeurs, et ça on le voit en fait au niveau de la base, mais on le voit aussi au niveau des établissements, on voit qu'il y a un refus de négocier. Il y a une difficulté de plus en plus présente en fait de négocier. On le voit là spécifiquement au niveau de la base sur le problème du calendrier, où on est passé d'une réunion en fait toutes les 3 semaines à finalement 9 réunions sur l'année, et une volonté de ne pas travailler conjointement et collectivement sur des questions de classification rémunération. Ça pour nous c'est un aveu d'échec en fait pour les employeurs. Et on leur dit en séance et on leur dit ici que s'ils maintiennent en fait cette stratégie, c'est voué à l'échec. Il n'est pas possible de proposer en fait leur plan de financement vis-à-vis des pouvoirs publics sans être dans un travail conjoint avec les organisations syndicales. Voilà, donc le 10 mars, c'est tout ça pour nous. Merci. Tu veux en dire ? Bonjour, Esther Tonas, oui, secrétaire générale de l'Union fédérale d'action sociale et au Bureau fédéral de la santé et de l'action sociale. Le 10 mars, c'est partout en France. Il y a effectivement une action qui est faite sur Tours, mais dans les établissements, on a des retours de syndicats qui vont débrayer, parce qu'effectivement, avec les salaires, c'est compliqué pour les salariés. La question, c'est est-ce que ça va être suivi ? Est-ce que ça va pas être encore un coup d'épée dans l'eau ? En tout cas, pour nous, c'était important et c'était une demande des syndicats et des salariés par rapport au salaire. La demande, elle est importante et il faut la relayer, et c'est pour ça qu'on est assez content que ça soit fait en intersyndical et qu'on puisse effectivement défendre les salaires dans le secteur, puisque aujourd'hui, il l'a dit, il a parlé des EHPAD, mais la protection de l'enfance, c'est aussi une des raisons pourquoi il n'y a plus personne. On a des scandales qui arrivent, mais en fin de compte, c'est pas des gens diplômés. On n'arrive plus à avoir des gens diplômés. Aujourd'hui, on voit les associations chercher des fonds avec Total, c'est une aberration. Donc on retourne en fin de compte à une histoire de mécénat, avec les limites aussi qu'on a connues. Et il y a une professionnalisation, puisque les jeunes dont on s'occupe ont besoin d'une spécificité, et en fin de compte, on est en train de tuer cette spécificité qu'avaient les différents professionnels pour mettre des gens sous-diplômés, et qui du coup, ça amène à des catastrophes, puisque effectivement, après, il y a du sensationnel. Et ça, nous, on s'y refuse en tant que professionnels. Ça marche ? Noël Boutier, le média social. Je vois une précision déjà sur les contours de votre intersyndicale.
Là, il y a 3 organisations représentées. J'avais fait comprendre qu'il y avait la CFDT, de papa. Est-ce qu'il y en a d'autres par ailleurs? Il n'y a peut-être pas que. Et est-ce que vous avez déjà bon, j'ai bien vu qu'il y a un rassemblement à Tours, j'imagine, devant les congrès où se tient l'Assemblée générale de Nexem. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre alors, peut-être que vous n'avez pas tout dévoilé, mais est-ce que vous avez des actions prévues un peu symptomatiques soit le 10, soit les jours d'avant ou d'après? Voilà. Oui, je peux dire un mot. Alors sur l'intersyndicale, effectivement, il y a la CFDT qui n'est pas présente aujourd'hui, qui manifestement n'a pas pu, pour des raisons de calendrier aussi, se déplacer. Alors nous, on est plutôt sur la date du 10, sur l'intersyndicale elle-même, avec effectivement les camarades, notamment de la CGT, ouvrent à d'autres journées. Et puis pourquoi pas, de toute façon, dans les départements, si les syndicats se saisissent d'autres dates, il n'y a pas de difficulté. Les choses sont en train de se construire dans les départements. Donc il y a des intersyndicales qui sont en train de se construire. Maintenant, on n'a pas encore d'éléments précis, mais je pense que dans les prochains jours, ça va arriver. Je crois que la déclaration intersyndicale a été publiée la semaine dernière, me semble-t-il. Voilà, donc les choses sont en train de s'organiser. Après, on ne connaît pas l'ampleur à l'avance, mais voilà. En tout cas, maintenant, c'est renvoyé dans les départements et dans les établissements pour que les salariés se saisissent de cet appel. Oui. Voilà. Et donc, ça n'a pas été ouvert à d'autres organisations. Donc, c'est les organisations représentatives sur les champs concernés. C'est vrai que c'est peut-être la différence, je me permets, avec la dernière intersyndicale qu'on avait faite en avril de l'année dernière, où aussi bien la CFTC et la CFE-CGC en fait étaient présentes. Là, on a voulu se concentrer spécifiquement, lors de l'invitation du travail en commun, par rapport aux organisations syndicales représentatives. Maintenant, si on fait un tour rapide, je sais qu'il y a, on a des organisations, des mouvements qui s'organisent, par exemple dans les Bouches-du-Rhône, devant l'association ARI. Donc je crois que c'est à Marseille spécifiquement. Le 10 mars, on a également dans le Finistère des mobilisations qui s'organisent, qui se concentrent en fait un peu sur les luttes au niveau des départements. Là, c'est sur les Genêts d'or. Il y a eu une dénonciation et une judiciarisation de l'accord d'entreprise. On a aussi une mobilisation qui est prévue à Bordeaux. Je sais qu'en fait, dans différents endroits, ils attendaient en fait le go en fait de l'intersyndicale pour pouvoir s'organiser, mais aussi bien des débrayages devant les établissements que des rassemblements ou des manifestations sont en train de s'organiser. Je sais que dans le 91, j'y pense, là c'est devant la préfecture en fait qui s'organise. Bon voilà, on a plusieurs retours en fait qui s'organisent. Et pour ça, je ne sais pas s'il y a une carte qui est en train de se mettre en place. Je crois pas. On vous tiendra au courant. Le février 31, et donc la date est choisie pour coïncider avec le congrès de Nexem. Les employeurs de leur côté dénoncent une manque d'engagement financier des pouvoirs publics. Est-ce que vous prévoyez d'insister sur cet aspect-là aussi pour éviter que le gouvernement pense que vous adressez forcément aux employeurs? Alors, effectivement, nous, les employeurs dénoncent le fait que les gouvernements n'allouent pas les crédits nécessaires à ce qui est demandé, mais en même temps, ils font rien pour non plus combattre le gouvernement et leur demander plus. À chaque fois qu'on leur demande où ça en est, ils nous répondent en négociation nationale, on n'a pas mandat, on peut rien faire, le PLFSS est pas voté. Là, il vient d'être voté, effectivement, les budgets alloués, effectivement, sont pas à la hauteur des besoins au niveau national. Mais c'est pas pour autant que les patrons, ils pourraient faire aussi les efforts de faire comme nous, de matraquer pour obtenir ce dont ils ont besoin. Les départements, chaque département, plus ça va, plus ils réduisent les budgets des établissements en peau de chagrin. Mais c'est pareil, ils font pas le nécessaire aussi pour réclamer davantage, parce qu'il y a de plus en plus de décentralisation des pouvoirs dans beaucoup de domaines, et c'est pas pour autant qu'ils font le forcing pour obtenir davantage. Oui.
Alors, disons que l'analyse des financeurs, c'est l'analyse des financeurs. C'est-à-dire à l'endroit où ils ont chiffré tout un tas de choses qui sont effectivement, ce qu'on disait avant, sur une sous-dotation chronique du secteur. Donc ça on le sait. Après, on a des choses, effectivement, on a des critiques à faire sur leur stratégie. Évidemment, c'est pas la nôtre. Voilà. Alors nous, on cumule un peu les désavantages à la fois du privé et du public, puisqu'on est de droit privé, mais sous financement public. Donc c'est vrai que la situation est parfois un petit peu compliquée, surtout sur des métiers où il est difficile parfois de mobiliser, puisque les salariés du secteur ont quand même une certaine conscience professionnelle et ont du mal on va dire, à arrêter le travail, voilà, par la grève. Mais c'est ça qu'on cherche. Voilà, fondamentalement, c'est ça qu'on cherche. Après, effectivement, on a une critique fondamentale sur la position des employeurs, qui est de penser à un seul instant de pouvoir, par exemple, faire une grande convention collective unique sur le secteur dans l'état actuel du droit du travail et dans l'état actuel des financements. On est dans cette situation-là où il y a quand même quelque chose d'absolument scandaleux qui je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais c'est presque méprisant à l'égard des salariés du secteur. Mais lors de la conférence salariale, le représentant du ministère nous expliquant qu'il n'y a pas d'austérité. Oui. Il n'y a pas d'austérité alors qu'il n'ouvre aucune enveloppe. La seule enveloppe, c'est pour le GVT. À un niveau, en plus de ça, ils s'enorgueillissent éventuellement d'avoir une augmentation de, je crois, 0,76 à 0,9% de GVT, alors que ça ne couvrira certainement pas, d'ailleurs, le GVT en question, et qu'en plus de ça, ça ne permettra absolument aucune augmentation de salaire. Voilà, donc ce que ça produit, c'est bien une situation d'austérité, et qui est bien une situation qui est désastreuse pour les conditions de travail et pour l'ensemble des salariés du secteur et de la branche de l'aide à domicile. Donc voilà, ça par contre, on a un désaccord profond. Après, sur il y a effectivement, on peut aller, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, même en intersyndicale, à la table de négociation, évidemment, on revendique un certain nombre de choses sur toutes les tables de négociation, donc de la 66, CHRS et la 51 notamment. Mais je pense que dans les départements, par exemple, ça va dépendre des départements. Il y a certains départements, on va les manifester plutôt devant les départements, les conseils départementaux, et dans d'autres, peut-être, alors je ne sais pas à Paris ce qui sera organisé, mais effectivement, ça peut être... voilà. Mais les financeurs, évidemment, seront interpellés pendant cette période de mobilisation, et le 10 mars en particulier. J'insisterai juste pour dire que c'est pas la volonté c'est pas notre volonté de ne pas travailler avec eux sur la question du sous-financement. Comprenez qu'on est face à des employeurs qui, parfois, en tout cas dans les tables de négociation, parce que ça va dépendre en fait des établissements, sont dans un refus en fait de travailler conjointement avec nous. Et c'est bien dommageable, parce que nous avons les mêmes constats, mais nous n'avons pas du tout les mêmes solutions. Maintenant, oui, on considère que si on n'avait pas ces problématiques sous-financement, peut-être qu'on pourrait s'organiser différemment. Mais il faut voir aussi dans les associations et dans les fondations comment les budgets, comment la gestion... parce qu'on a parlé enfin non, on n'a pas parlé, mais la question de la financiarisation est forcément en fait derrière. Esther nous parlait en fait justement de l'aide, de la dotation pour différents secteurs, ou que ce soit la SNCF, ou que ce soit Total qui vont pouvoir investir, ou la fondation les apprentis d'Auteuil sur une durée déterminée, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit naître ou qu'on voit renaître. Maintenant, la problématique qu'on a en fait, c'est sur l'organisation. Sur l'organisation en fait de façon pérenne et sur l'organisation en fait de ces fondations dans la gestion de leur propre capital. Mais on rentre après dans un autre domaine en fait. Toute la question immobilière en fait qu'il peut avoir derrière, la question de constamment devoir chercher à grossir et à grandir pour pouvoir être présent, de pouvoir répondre à des appels d'offres qui ont également changé, puisqu'on n'est plus en fait des appels d'offres qui sont créés de A à Z. C'est-à-dire qu'avant on pouvait avoir une demande
il faut créer un EHPAD. Bon voilà, là maintenant ça va être des petites choses, une organisation différente en fait. Et nous on a un problème, je sais pas si je suis super clair, mais on a un problème en fait vis-à-vis de ces fondations qui au fur et à mesure en fait commencent à englober de plus en plus de choses et qui, on reparle en fait, par le biais de l'organisation de travail, par le biais des accords en fait au niveau des établissements, finalement ne permettent pas, avec les fonds qu'ils ont, même s'ils sont sous-dotés, d'organiser en fait le travail justement. Pour revenir par rapport aux fondations, avant on répondait à des appels d'offres avec des projets pédagogiques et éducatifs. Aujourd'hui, on répond par des appels d'offres budgétaires en fin de compte. Et c'est l'énorme différence, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la perte de sens dans notre travail, et c'est pour ça aussi que les gens fuient, et que les gens quittent le secteur, c'est parce que, en fin de compte, ce qu'on nous demande, ce n'est plus humain, en fin de compte. Ce qui s'est passé à l'hôpital, hein, on le voit bien, la dégradation de l'hôpital, on fait souvent le parallèle, ça se passe aujourd'hui dans nos établissements. Que ça soit du mineur isolé qu'on met à la porte à 18 ans, du jeune de l'ASE qu'on met à la porte à 18 ans parce que il a loupé son bac et que on n'a pas de temps à perdre avec lui. Aujourd'hui, c'est la réalité des professionnels. Les éducs qui ont fait des études, ils n'ont pas étudié comment mettre dehors les jeunes. Et c'est un peu la perte de sens énorme dans notre secteur. Oui. Juste ajouter une petite chose. En fait, on est dans une situation où les employeurs se sont un peu résignés à la question des enveloppes fermées, les enveloppes budgétaires fermées. Et c'est pour ça qu'on revendique d'ailleurs des moyens à hauteur des besoins et que les employeurs sont pris là-dedans. Et alors pris à un tel point qu'ils en sont même à nous proposer, par exemple, un accord salarial avec une prime one shot, parce qu'on avait dit prime one shot pour salariés low cost. 67 € en une fois pour l'année 2025. Ils nous avaient proposé ça, qui a été refusé par l'ensemble des organisations syndicales à la table. C'est pas acceptable. On peut pas rentrer là-dedans. C'est pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire même au prétexte de ne pas perdre une enveloppe budgétaire. Je veux dire, c'est insultant comme façon de procéder. Voilà, donc les enveloppes budgétaires fermées, ça ne correspond pas à l'idée qu'on peut se faire de la justice sociale et d'un financement correct du secteur, et à la fois des salariés et des personnes que l'on accueille. On ne peut pas accueillir des personnes correctement avec des systèmes de financement comme cela. Par rapport au médico-social, moi je voulais aussi, par rapport au budget, on est en train de virer à la marchandisation de notre secteur avec la tarification à l'acte, avec le projet Séraphin PH, qui là n'a pas été adopté cette année dans le PLFSS, mais qui risque de revenir à la charge dès l'année prochaine, et que on peut pas tout codifier comme à l'hôpital avec la T2A, et que dans notre secteur, on ne peut pas tarifier un acte, prendre en charge une crise d'un gamin pendant 2 heures, comme on le codifie, comme on codifie une prise de sang, quoi. On travaille avec de l'humain, de la prise en charge humaine, on ne peut pas la tarifier, et que plus ça va aller, plus nos secteurs vont être tarifiés comme ça à l'activité, et que c'est ça qui va déterminer nos budgets futurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire de la rentabilité, faire un maximum d'actes rentables comme ce se fait à l'hôpital, pour garder les structures ouvertes en oubliant les humains qu'on a en face de soi et les usagers qu'on doit prendre en charge, quoi. Désolée pour mon retard de tout à l'heure. Lydie Ouattremé, journaliste à Ouspie Média. En fait, vous avez évoqué le fait que l'intersyndicale, c'était pas la première. Qu'est-ce qui pourrait cette fois faire que vous soyez entendus? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, vous avez aussi évoqué la remise en cause des accords type accord RTT, vous parlez des fondations. Est-ce que finalement, ça, c'est pas lié au blocage des négociations autour de la convention collective? Voilà les deux questions que je vais poser. Je vous rejoins concernant les conventions collectives, complètement. Enfin, nous, on fait du lien, en tout cas, puisqu'on n'a jamais eu autant de dénonciations d'accords, soi-disant pour les mettre
parce qu'elles 99, 2000, elles sont pas tout le temps revues tous les 4 matins. Donc oui, c'est une attaque. Ils attaquent plus frontalement les conventions. Ils attaquent en disant ça se négocie dans les boîtes, puisque maintenant avec c'est possible. Donc du coup, ils attaquent par ce versant-là. Et ils sont en train de démanteler, en fin de compte, le secteur associatif et les conventions qui protégeaient les salariés et les usagers. Puisque à un moment donné, quand on veut pas travailler 48 heures d'affilée, c'est dans l'intérêt des usagers. C'est pas pour notre plaisir personnel. C'est qu'à un moment donné, c'est que des êtres humains, avec des prises en charge, et qui a besoin effectivement de ce temps-là. Pour la première réponse, en tout cas, l'espoir, peut-être que mes camarades vont pouvoir répondre, mais voilà, l'espoir fait vivre, et que en montrant notre unité, c'est aussi ce qui est important, c'est que on n'est pas tous d'accord sur la CCUE, par contre, on est tous d'accord que dans notre secteur, les salaires, ça va pas. Un éduc qui a 15 ou 20 euros de plus du SMIC alors qu'il a 3 ans d'études, c'est pas possible, parce que ça, c'est les conventions. Sur la question de est-ce qu'on sera entendu, je me permets, oui, c'est toujours la bonne question. Nous, ce sont des salariés, ce sont des syndicats qui nous ont interpellés de plusieurs territoires, vraiment, que ce soit de l'Oise, de Bretagne, du centre et même du Var, sur la question de mobilisation. Pourquoi ? Parce qu'on avait une mobilisation forte en fait des agriculteurs, on avait une mobilisation forte même, je crois, de la police. Il y avait une mobilisation forte en fait de multitudes en fait d'agents, on va dire, de personnes qui étaient visibles et qui étaient qui touchaient en fait l'opinion publique. Or nous sommes totalement invisibles, on le sait. On l'a déjà dit, on l'a déjà même dit en fait dans nos tracts, et la volonté que nous avions en fait, c'était justement non pas de surfer en fait sur la vague de la contestation, mais en tout cas de pouvoir dire que nous étions quand même présents, que nous méritions en fait justement d'exister, que nous méritions en fait d'avoir un budget qui soit à la hauteur en fait des personnes en fait qu'on soigne et qu'on accompagne. Revenez en fait, ça y est, je m'énerve. Reprenez notre ancienne ministre de la Santé, Madame Vautrin, qui est maintenant en fait ministre des Armées indirectement. C'est elle qui a poussé les employeurs à mettre en place en fait une convention unique et étendue. Avant, il y avait certes des négociations au niveau de la base, mais ça ne tendait pas forcément à la mise en place en fait de cette convention. Madame Vautrin arrive avec finalement des enveloppes qui ne sont pas liées à elle évidemment, mais qui sont liées au budget et au financement, notamment poussé, proposé en fait par le Premier ministre Lecornu. Et puis nous disparaissons. Alors nous sommes en lien avec les nouvelles équipes, nous sommes en lien en fait avec les ministres, et là il va y avoir une rencontre en fait prochainement en plus par rapport à notre organisation syndicale. Mais oui, il nous semble important en fait collectivement en fait d'avancer, de se faire entendre, et on compte sur vous aussi en tant que journaliste, même journaliste spécialisé, de faire écho en fait à cette réalité de terrain, cette réalité en fait qu'on porte. Alors sur les deux questions, alors je sais pas, je crois que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais la question de la convention collective unique étendue, disons que c'est une opportunité, on va dire éventuellement, pour le gouvernement aujourd'hui dans la situation austéritaire dans laquelle on est. Au-delà des divergences qu'on peut avoir, on partage quand même un constat commun, c'est que sans financement, effectivement, il n'y aura pas d'amélioration du droit et d'amélioration notamment des salaires et de l'égalité salariale qui va avec. En fait, on a cumulé aujourd'hui à la fois les effets de la loi travail, des ordonnances Macron avec l'inversion de la hiérarchie des normes. Et ça, c'est, je pense, une des plus grandes pertes qu'on a pu subir depuis 1936. La hiérarchie des normes, c'est quelque chose qui a été mis en place au moment des conventions collectives et qui pèse aujourd'hui dans la négociation, puisque notamment la dénonciation d'accords ou les renégociations d'accords sont directement liées à ça, puisqu'aujourd'hui on peut déroger aux conventions collectives sur tout un tas d'éléments des accords de branche. Alors pas tous, mais je vais donner un exemple très précis de remise en question qui est évident dans nos branches, c'est qu'on garde dans les conventions collectives existantes des grilles parodies. Je ne sais pas, pas rentrer peut-être dans le détail des grilles parodies, mais en tout cas, dans les grilles parodies, il y a cette double entrée, qualification, diplôme et ancienneté, comme étant un mécanisme automatique d'augmentation de salaire. Ils n'en veulent plus. Parce que dans les grilles parodies, à chaque coefficient peut être considéré comme un minima hiérarchique de branche.
Donc ça n'est pas, on ne peut pas y déroger au niveau d'un établissement, d'une entreprise, enfin, d'une association. Et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent clairement remettre en question, puisque ça fixe un cadre qui permet aux salariés d'exiger du droit, d'avoir un droit garanti d'augmentation de salaire. Ce qui n'est plus le cas avec toutes les propositions qu'ont pu faire Nexem, jusque-là. Donc ça, c'est un élément très important. Mais si on lie cette inversion de la hiérarchie des normes à une situation d'austérité budgétaire, on en arrive à quelque chose qui va être une mise en concurrence des salariés entre eux, et des établissements aussi entre eux, très certainement, et un renvoi de la négociation systématique dans les établissements. Et c'est précisément ce que nous ne voulons pas. C'est pas comme ça que c'est construit, notamment la Convention 66, ni la 51, ni l'ensemble de notre secteur. Et c'est pas ça pourquoi on s'est battu. Nos organisations syndicales se sont battues, notamment pour une égalité salariale qui passe par ce cadre-là. Je sais pas, ça répond un petit peu à la question. Et sur la question de savoir si ça va fonctionner cette fois-ci, nous ne le savons pas. Ceci dit, vu l'état du secteur et vu tout ce que nous avons dit jusque-là, les salariés, je pense, ont absolument toutes les raisons d'arrêter le travail le 10 mars et d'exiger effectivement des revalorisations de salaire et une augmentation des moyens pour le secteur. Mais est-ce que nous arriverons à le faire seuls dans la situation d'austérité que nous connaissons, qui ne touche pas que nous, mais aussi toute la fonction publique, qui touche l'hôpital, qui touche les enseignants? Je rappelle les milliers de postes d'enseignants qui sont supprimés. On est quand même dans cette situation-là. On n'est pas isolé de ce point de vue-là. Mais après, effectivement, on se bat à l'endroit où on est et on a ça à proposer. En tout cas, les salariés sont en demande, une partie des salariés sont en demande. Est-ce que ça va effectivement faire effet boule de neige? On l'espère toujours, mais en tout cas, on se donne les moyens de le faire. Et puis après, les salariés, ils savent ce qu'ils doivent faire dans les établissements, donc j'espère ils se saisiront de cet appel. Vous parlez de la question de la peau one shot et des classifications et rémunérations que les employeurs veulent faire. Parce que les employeurs veulent faire négocier. Est-ce que vous pouvez préciser, nous rappeler là où vous en êtes justement de qu'est-ce qu'on vous propose comme sujet de négociation? Si vous demandez, et vous en faites, ça bloque. Et j'avais une autre question un peu plus générale justement sur l'état des lieux. Est-ce que vous avez des exemples, des chiffres sur les établissements services en difficulté du fait de sous-financement, des flux effectifs concernant les répercussions sur les personnes prises en charge en termes de parcours, par exemple? Est-ce que vous avez une vision plus prête à nous donner sur ce qui se passe sur le terrain? Alors, il n'y avait pas de PSE dans notre secteur. C'est quelque chose qui était très à la marge. Aujourd'hui, on en a. On vient de recevoir un nouveau courrier, donc on en reçoit toutes les semaines. 19 salariés, Don Bosco, une association dans le 33. 19 salariés, PSE. Donc là, on nous demande, puisque c'est dans la 66, il y a une obligation de nous informer pour voir pour le reclassement. Donc là, en fin de compte, on n'en avait pas avant des PSE. Alors au début, ils ont commencé par geler les postes, c'est-à-dire ils les demandaient pour obtenir les sous, pour essayer de donner des petites primes à des uns et des autres. Et aujourd'hui, c'est des PSE qu'on rencontre. Donc ça, c'est de plus en plus. Donc du coup, ça nous questionne. Et la première question, je l'ai oubliée, j'ai le trou. Les négociations. Les négociateurs vont vous. Oui, voilà. Pour répondre sur l'état du terrain, oui, comme on disait, il y a de plus en plus de PSE parce que les financeurs lancent des appels d'offres auxquels les petites assos ne peuvent pas répondre parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, parce que souvent les appels d'offres avant c'était sur une prise en charge particulière d'un public particulier, sur un secteur géographique du département. Aujourd'hui, les départements font des appels d'offres pour une prise en charge sur ces mêmes personnes, mais sur l'entièreté du département. Donc les petits assos n'ont pas forcément les moyens d'intervenir sur l'entièreté du département, et puis ça dépend de la taille du département. Et donc elles ne peuvent pas répondre, elles n'ont pas les moyens de répondre, donc c'est des grosses assos qui répondent, ce qui fait qu'elles ferment. Donc il y a de plus en plus de PSE. Sur la prise en charge, manque d'effectifs, par exemple dans la protection de l'enfance, on a fermé beaucoup d'établissements de foyers pour le remplacer par d'autres dispositifs qui aujourd'hui sont remaniés parce qu'ils ont été retoqués par la justice. Je parle du placement à domicile, ce qui fait qu'on réouvre des foyers
sans forcément de moyens à côté. On change la prise en charge du placement à domicile, mais l'accompagnement à la parentalité, au lieu de que l'éducateur il y aille 3 fois par semaine, par exemple, il y va plus qu'une fois. Ça, c'est sur le département du Loiret. Dans d'autres départements, par rapport au placement à domicile, les financeurs, qui sont les départements, ont fait le choix de ne pas modifier la prise en charge. Ils ont simplement changé le nom pour que ça rentre dans le code de l'action sociale et des familles, mais ils n'ont pas changé le type de prise en charge, ils n'ont pas changé le type de financement. Aujourd'hui, moi dans le Loiret, ils ont changé le financement, ils ont changé le type de prise en charge. Et pour ce qui est de l'état des négos, on arrive à rien négocier. Parce que sur la question de la revalorisation salariale, les employeurs, enfin nous ce qu'on en retient et ce qu'on en ressent, c'est que ils sont soi-disant pas mandat, que de toute façon ils n'ont pas les enveloppes, donc ils peuvent rien négocier, et que dans les conventions, les négociations de chaque convention, tout est renvoyé sur la branche. À un moment donné, quand ils négociaient la convention unique, c'était renvoyé systématiquement, on ne négociait rien dans chaque convention, c'était renvoyé. Aujourd'hui que c'est statu quo parce qu'il n'y a pas les finances pour la convention unique, on négocie plus rien du tout. Même sur des avancées de conditions de travail, on négocie plus rien. Il n'y a plus personne en face. Alors, quelques remarques ou exemples. On sait que les baisses de subventions ont un impact sur les services, parce que ça, on a effectivement des remontées régulières, et notamment en termes de réorganisation, de travail en sous-effectif chronique, ou alors ils réorganisent pour éviter... alors il n'y a même pas besoin, il n'y a pas forcément de licenciement, puisqu'en fait, il n'y a pas d'embauche. Et donc, en fait, on se retrouve, on ne remplace plus, notamment des salariés qui sont en arrêt, et donc ils essaient de réorganiser les choses pour que ça tienne. Et on connaît l'engagement des salariés du secteur pour faire en sorte que ça tienne pour les gens qu'on accueille. Donc ça, on est dans une tension permanente de ce point de vue-là. On a des exemples, notamment en prévention spécialisée, où la lutte peut payer, quand même. Il y a des endroits, notamment à Lille, où il avait été annoncé des coupes budgétaires ils sont quand même revenus sur ces décisions-là. Donc il y a des endroits où la mobilisation fonctionne. Voilà, quand c'est un peu médiatisé, ça peut effectivement fonctionner. Sur la question des négociations, effectivement, il n'y a plus réellement de négociations. En tout cas, sur la question de la CCUE, ça a été plus ou moins abandonné. Alors bon, abandonné. Voilà, nous, pour Force ouvrière, ça nous arrange un petit peu, mais puisque c'était pas notre mandat d'aller là-dessus. Mais le fait est qu'effectivement, il n'y a rien qui se négocie à cet endroit-là, y compris, mais même sur des choses toutes bêtes. Là, par exemple, les mesures Guérini qui n'ont pas été transposées et qui n'ont pas pu être transposées par manque de moyens et par justement par le fait que les employeurs se cantonnent aux enveloppes fermées finalement. Et ils négocient que dans ces enveloppes-là et ne négocient que s'ils ont la certitude d'avoir effectivement les financements pour négocier. D'ailleurs, ceci étant dit, ça leur est déjà arrivé d'avoir, semble-t-il, le feu vert et finalement de ne pas avoir les financements quand même. Donc voilà. Et on a des exemples aujourd'hui, par exemple, on pensait, ça fait plusieurs années qu'on demande l'ouverture de négociations sur la fusion administrée de la 66 et des CHRS. Et là, il y a un exemple qui est très simple, c'est que les employeurs arrivent et proposent un accord sur la table qui est un accord minimaliste dont on pourrait même se passer, puisqu'en fait c'est la loi qui s'applique, avec une intégration des salariés des CHRS dans la 66, sans réelle négociation, et on est arrivé avec des propositions. Le problème, c'est que même le plus minimaliste des accords, c'est, je crois, 8% d'augmentation de la masse salariale, qui, selon les employeurs, de toute façon, ne sera pas financée. Donc ça aura un impact, forcément, sur l'ensemble des établissements concernés. Donc on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que même, alors la fusion administrée, c'est quand même à la demande de l'État. On ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé une fusion administrée 66 CHRS. Donc même ce qu'ils ont eux-mêmes imposé, ils ne le financent pas. Voilà la situation dans laquelle on est. Voilà. On marche sur la tête quand même. Ouais, je me permets, peut-être qu'on va même finaliser, mais
Alors, on pourrait en vrai faire un point spécifique en reprenant la carte de France et l'ensemble des associations, quelles sont les problématiques en fait qu'on rencontre, quelles sont les problématiques de turnover, à quel endroit en fait on a des associations en fait qui sont en train de se faire racheter, fusionner ou qui sont en train de tomber. Là, on a quelques dispositifs en fait qui existent sur lesquels on peut nous faire des remontées, mais ils sont pas forcément là, à chaud, ça ne me permettra pas en fait de faire un point général. Maintenant, si je regarde, enfin moi, il y a quelque chose qui m'intéresse en fait parce que c'était lié à l'article 51, même si l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale d'il y a 3 ans maintenant ou 4 ans, il faudrait voir, avait mis en place en fait des nouveaux dispositifs, notamment Azalée, là où qui permettait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui permettait à des infirmières en fait de pouvoir s'organiser, de pouvoir avoir des infirmières en fait qui puissent travailler auprès de médecins, mais tout en étant salariés en fait d'une même association. Ça, ce dispositif, par manque de financement, puisque à la base c'était de l'article 51, et finalement le gouvernement ou les personnes qui étaient à leur tête ne sont pas restées, et donc le financement est tombé. Et bon, on peut que le regretter, on peut que le remarquer, qu'on soit d'accord ou pas en fait pour ce type de dispositif. Là, on parlait en fait des mobilisations en ligne, mais on peut parler aussi des mobilisations qu'il y a eu à Nantes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais plus de 100 jours de grève, ça a été relativement médiatisé. Bon, maintenant, Don Bosco, on parle de Don Bosco dans le Finistère, on parle de différentes associations en fait qui se sont fait racheter où il y a d'énormes problèmes. Vous avez peut-être suivi, parce qu'on avait fait une conférence de presse par rapport à ça. C'est l'association Aura, notamment qui travaille sur la dialyse en Île-de-France, où sur des questions budgétaires, le conseil d'administration finalement n'est plus à tête. Donc on a une multitude de choses. Maintenant là on parle pas des conditions de travail en tant que telles, mais les conditions de travail on le vit en fait dans les établissements. Et ça, on pourrait vous le lister en fait sans souci. Sur, je mettrai quand même un petit bémol, mais juste pour se donner une idée de comment ça se passe au niveau de la basse, avec l'arrivée en fait de la direction générale de la DGT, direction générale du travail, finalement les heures du jour étaient décidées conjointement, et donc il suffisait finalement qu'une organisation patronale ou syndicale décide en fait qu'on puisse aborder ce point pour que ce soit noté pour la prochaine réunion. Les dernières heures du jour en fait parlaient par exemple des questions de santé au travail, donc l'organisme paritaire de prévention, l'OPP, la protection sociale complémentaire, les questions de maintien de salaire, des points en fait sur le dialogue social, des points de classification de rémunération, mais ça reste des points en fait qui ne sont pas forcément des points de négociation en fait, où chacun va pouvoir présenter. Un sujet par contre qui mérite peut-être notre attention au niveau de la branche, c'est lié à la formation professionnelle, où effectivement il y a eu un ANI en fait qui est passé, il y a une demande au niveau de la branche pour qu'on puisse faire un accord, et on est en train de travailler là-dessus pour permettre en fait des formations sur 3 ans et les financements appropriés. On voit bien en fait qu'il y a un énorme problème au niveau des OPCO, aussi de sous-financement. Mais voilà, donc il y a des sujets qui indirectement peuvent avancer, mais c'est tellement minime par rapport en fait aux besoins. Et encore une fois, on regrette en fait de ne pas pouvoir aller en fait au fond des sujets. La protection sociale complémentaire, les propositions employeurs sont plus faibles que ce qui existe actuellement dans les conventions, et c'est totalement dommageable en fait. C'est pas sérieux en fait de négocier comme ça. Oui, j'avais juste une remarque. Ouais. Une remarque générale à faire, parce que tu parlais de la loi de financement de la sécurité sociale. Juste dire un mot là-dessus, quand même se rappeler qu'en 95, on appelait à une grève générale pour défendre la sécurité sociale, et quand on va relire ou écouter ce qui s'est dit à ce moment-là, on comprend mieux ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et notamment sur la question de, à partir du moment où le financement de la sécurité sociale est lié au budget de l'État, on a perdu la sécurité sociale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et il faut la reconquérir, cette sécurité sociale de 1945, parce que sinon, on est soumis à des fluctuations budgétaires, là où normalement, ce sont les organisations syndicales qui devraient gérer par la cotisation l'intégralité de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale finance effectivement en grande partie notre secteur. Voilà. Et donc on est soumis à ces fluctuations budgétaires qui sont liées au budget de l'État plutôt qu'à la cotisation elle-même et à l'effort des travailleurs eux-mêmes. Voilà, c'est juste une remarque, parce que se dire quand même à quel point on en est arrivé aujourd'hui par rapport à quelques années, il y a quelques années en arrière. Donc Vincent Jaouen pour AEFO. Vous avez évoqué des catégories professionnelles infra-SMIC. Est-ce que vous pouvez préciser les métiers de cerveau, si possible ?
Alors, au niveau de la 66, les métiers infra-SMIC, ce sont ce qu'on appelle les agents de service intérieur, c'est-à-dire les femmes de ménage, les cuisiniers quand il y en a, certains maîtresses de maison, selon si elles ont ou pas le diplôme. Et on arrive aussi à avoir des moniteurs éducateurs, des AMP qui sont infra-SMIC. Donc, plus ça va, le SMIC augmentant chaque année, notre salaire, notre point ne bouge pas, et plus ça va, plus les grilles, les premiers échelons, quel que soit le métier, va devenir infra-SMIC. Parce qu'on ne suit pas l'inflation et on ne nous augmente pas à hauteur de l'augmentation du SMIC. Donc dans 2-3 ans, premier échelon éducateur spécialisé va devenir infra-SMIC. Juste un petit ajout, évidemment, il n'est pas possible de payer les gens en dessous du SMIC. Bon, ça, on a bien compris. Mais c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'indices, de coefficients qui sont effectivement noyés et qui fait que notamment sur des métiers les moins qualifiés, ils peuvent passer 10, 11, enfin je sais pas combien d'années d'ailleurs, parce qu'on n'a pas refait le calcul, mais plus de 10 ans sans aucune augmentation de salaire liée à l'ancienneté. En fait, c'est ça qui est en jeu. Et ce que ça produit, en fait, c'est simple, c'est des tassements de grille. Et qui fait qu'aujourd'hui, un moniteur éducateur qui est payé au SMIC va être très très proche de quelqu'un qui est éducateur spécialisé, qui n'est pas censé être dans la même grille. Voilà, se sont rapprochés. Et c'est un des arguments des employeurs pour casser les grilles parodies, par manque de financement, effectivement, alors que l'augmentation de la valeur du point permettrait de retrouver une échelle de salaire comme elle pouvait exister à l'origine de la Convention 66, de la 51 ou des accords CHRS. Voilà, on est dans cette situation-là. Mais le tassement de grille, en fait, produit aussi ça, cette attaque contre les droits garantis en termes de salaire. Pour ajouter... malheur. Pour ajouter, aujourd'hui, des accords d'entreprise sont signés dans les entreprises pour embaucher les gens à un peu plus que la grille originelle, puisque les gens ne veulent plus non plus prendre des responsabilités à des grilles juste au-dessus du SMIC. En fin de compte, aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre avec un SMIC. Donc aujourd'hui, on a pas mal de retours d'accords d'entreprise où, en fin de compte, les directions négocient des accords avec les DSC ou les DS afin que on embauche par exemple l'ouvrier, on n'utilise plus 435 mais on va partir à 455, mais il n'empêche que à terme, en fin de compte, c'est ce que expliqué, c'est le tassement des grilles. Et même les éducs aujourd'hui, on ne prend plus les premières ou les deuxièmes grilles dans des associations parce que les salaires sont trop petits et que au nom de leur attractivité, ils demandent à ce qu'on... Donc, mais ça, à un moment... Et du coup, ceux qui sont là depuis 3 ans, eux n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Par contre, les nouveaux sont embauchés à des grilles supérieures. Ils sont en train de mettre la zizanie dans toutes les associations. Bon, encore une fois, merci à vous d'être venus à l'heure ou d'être venus un peu plus tard. Vraiment, enfin, bon, pour finaliser, c'est vrai que moi-même, je ne comprends pas pourquoi la CFDT n'est pas là, et je pense que c'est un problème de calendrier et un problème de... Il y a un truc, en fait, qui s'est pas passé, ils auraient dû être là, en fait, vraiment. C'est pas une décision de ne pas les avoir, et on verra comment ça s'organise. En tout cas, dans les mobilisations et dans les intersyndicales, que ce soit au niveau local et tout s'organise, en fait, avec eux. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Préparez-vous le 8, préparez-vous le 10.